Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Environ 1170 femmes et enfants ont été tués par des hommes au Québec depuis le 6 décembre 1989. C'est complètement impensable. Pour être plus précise, il y a eu exactement 910 femmes et 261 enfants. J'ai pensé vous nommer chacune de ces personnes, mais la liste était trop longue. J'ai plutôt décidé de faire un simple post via mes réseaux sociaux. 22 ans depuis ce décompte, 35 ans. Et rien n'a vraiment changé depuis, malheureusement. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui le voudront bien, ne vous gênez surtout pas pour aller repartager ce post. Je me dis parfois, sans doute innocemment, que ce simple geste pourrait peut-être, à lui seul, faire un peu plus bouger les choses. Espérons-le en tout cas. Encore une fois aujourd'hui, il s'agira d'un épisode avec une mort affreuse, encore commise par un homme jaloux et à peine endetté. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Julie Morrison. Le 1er juillet 2013, à l'aube, le corps d'une courtière immobilière de la bannière Remax Extra est retrouvé dans une voiture incendiée en bordure du chemin Osias-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie. À l'arrivée des pompiers, le feu était pratiquement éteint. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait la découverte du corps et qu'ils ont contacté la police. Dès le début de cette histoire, l'incendie est considéré comme suspect. Cette femme a visiblement été victime d'un homicide. Les policiers qui ont découvert le corps de Mme Morrison n'ont toutefois réussi à l'identifier que 5 ou 6 jours plus tard, à partir d'une poignée de dents trouvée dans la carcasse du véhicule. Nous verrons bien sûr ça plus tard dans l'histoire. L'enquête sera tout d'abord confiée à la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent avant d'être transférée, en raison du grand territoire sur lequel l'auteur du crime pouvait se trouver, à la Division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. 2 semaines après les événements, les circonstances de cette mort affreuse demeuraient toujours nébuleuses. La SQ va alors lancer un appel au public afin d'obtenir plus d'informations pour faire progresser cette enquête qui stagnait. Les enquêteurs tentaient alors de recueillir de nouvelles preuves ou de nouveaux témoignages dans ce dossier. Toute information sur cette affaire pouvait être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. En attendant de recevoir ces infos, les enquêteurs commenceront à rencontrer l'ensemble du voisinage de cette victime pour leur enquête. Une voisine va décrire Julie Morrison comme une femme qui cherchait avant tout à aider son entourage. Elle dira qu'elle semblait travailler beaucoup car elle n'était pas à la maison souvent. En fait, comme Julie n'avait pas d'enfant, elle avait pris la décision de mettre plus de temps sur sa carrière. Ce sera quand même plus de 6 mois plus tard que Louis Pelletier, le présumé meurtrier de l'horrible meurtre de Julie Morrison, qui était dans la ligne de mire des enquêteurs, sera arrêté. Selon l'hebdomadaire L'Œil régional, Pelletier avait déjà été rencontré par les policiers peu après le crime, mais sans être arrêté à ce moment-là. Misère. On ignore toutefois si c'est grâce à de nouvelles informations que les agents ont pu arrêter ce quadragénaire. Tout ce que l'on sait, c'est que l'arrestation de ce suspect a été rendue possible grâce à l'aide du public et aux rencontres effectuées par des témoins, ainsi que des personnes proches de Julie Morrison. Cet homme sera cette fois mis en état d'arrestation par la Sûreté du Québec. Pour ce faire, les enquêteurs se rendront dans la ville d'Abercorn, à son lieu de travail, pour l'arrêter. Après quoi, ce présumé meurtrier sera longuement interrogé. Les policiers vont ensuite confirmer que cet homme et la victime se connaissaient, mais ils n'étaient pas encore en mesure d'établir le lien qui les unissait entre eux. En réalité, il y avait certains commentaires de la victime sur sa page Facebook qui les laissaient croire qu'il pourrait s'agir d'un conjoint qu'elle aurait eu. Pour l'instant, les médias ne sauront pas tout de suite son identité, ni le lieu de la résidence du suspect qui devrait comparaître un peu plus tard dans cette même journée au palais de justice de Saint-Hyacinthe, Mont-Petit-Patelin, où il sera éventuellement accusé du meurtre prémédité de son ex.
Cette arrestation de Pelletier n'était en fait pas du tout surprenante pour les proches de la défunte, qui d'ailleurs le soupçonnaient depuis que ce triste événement était arrivé. L'entourage proche de Julie était persuadé depuis longtemps que c'était bien lui le coupable. Louis Pelletier est un homme de 48 ans de Marieville qui, au moment de son arrestation, travaillait alors dans l'entreprise d'excavation d'Abercorn. Abercorn se trouvant être une municipalité du Québec comptant un peu moins de 400 habitants, située dans la région administrative de l'Estrie, sur la frontière américaine avec l'État du Vermont. Cet homme était connu des policiers. Il avait un dossier criminel où figuraient déjà plusieurs accusations de menaces, vols et bris de condition. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les policiers ont enfin pu lui mettre le grappin dessus, Pelletier avait alors 2 accusations pendantes de bris de condition pour lesquelles il devait revenir en cour très prochainement. Pour info, une accusation est dite pendante tant qu'elle n'a pas donné lieu à procès. Toutefois, nous savons déjà que ces 2 accusations pendantes ne concernaient pas cette courtière immobilière de 39 ans. La comparution. Ce sera cheveux poivre et sel et vêtu d'une chemise à carreaux noire et grise que cet homme plutôt costaud comparaîtra brièvement, menottes au poing, devant une juge de la Cour du Québec. Lors de cette brève comparution, Pelletier va plaider non coupable du crime qui lui est reproché, mais à ce stade-ci des procédures, il est tout à fait normal pour un accusé de choisir cette option. Il pourra plus tard modifier cette décision s'il le souhaite. Évidemment, la magistrate va lui interdire d'entrer en communication avec les témoins relatifs à cette affaire, ce qui va de soi. Le hic, cependant, est que cet homme en particulier, quand même accusé du crime le plus grave du code criminel, aurait généralement pour habitude de ne pas respecter les conditions émises par la Cour qui lui sont imposées. Bref, un maudit bon gars. En attente de son procès, Pelletier sera détenu dans une cellule de la prison de Sorel-Tracy. Cependant, de nouvelles accusations vont être déposées contre lui. En fait, il serait maintenant soupçonné d'avoir conseillé, depuis sa cellule de prison, l'assassinat de 2 témoins que la police avait rencontrés lors de l'enquête qu'elle avait menée à la suite de son arrestation. Il aurait menacé l'un d'entre eux, par l'entremise d'un détenu, de faire brûler sa maison, ses enfants et sa femme. Ben voyons. En plus de cette nouvelle accusation, Pelletier est également accusé d'avoir proposé, toujours depuis sa cellule, des voies de fait dans le but d'infliger des lésions à un autre homme, sans aucun lien avec la mort de Julie cette fois. Par chance, aucun de ces gestes n'a été exécuté. Nous en saurons beaucoup plus à propos de ce qu'il s'est exactement passé lors de l'enquête préliminaire. Enquête préliminaire. Une ambiance très calme, mais aussi plutôt glaciale, sera ressentie lorsque s'amorcera cette enquête. Le palais de justice de Saint-Hyacinthe sera d'ailleurs, étonnamment, pratiquement vide de spectateurs lorsque se feront entendre les premiers témoins. Le directeur du service de sécurité incendie sera la première personne à se présenter à la barre pour y faire son témoignage. Il viendra y raconter les circonstances troubles dans lesquelles la Nissan Ultima de Julie avait été retrouvée. En fait, c'est tout d'abord un couple qui passait alors par là qui aurait aperçu la voiture en flammes quelques minutes avant son arrivée sur les lieux. Ce sont eux qui auraient sonné l'alerte. L'enquêteur principal au dossier, une pathologiste judiciaire et un chimiste judiciaire viendront parler également, mais leur témoignage sera frappé d'une ordonnance de non-publication afin de ne pas corrompre le jury lors d'un éventuel procès. En tout, 8 jours seront réservés pour cette enquête préliminaire où 19 autres témoins, dont 7 policiers, seront entendus. Ce qui sera reproché à Pelletier sera évidemment d'avoir tué son ex-conjointe en ce mois de juillet 2013. Ce présumé assassin aurait en fait transporté son ex-conjointe jusqu'à Otterburn Park avec sa voiture à elle avant d'y mettre le feu, sans doute dans l'espoir d'effacer toutes les preuves. Il est ensuite reparti en abandonnant la voiture sur le bord de la route avec les conséquences funestes que l'on sait maintenant. C'est à ce moment-là que nous apprendrons que Julie aurait mis Pelletier à la porte de chez elle quelques jours plus tôt, car leur couple battait de l'aile après moins d'1 an de fréquentation. Et c'est tout ce que nous saurons de cette histoire pour le moment. Ensuite, il se passera plus de 5 ans avant que commence enfin ce procès.
Si j'ai bien compris, l'accusé aurait congédié plusieurs fois ses avocats durant ce laps de temps, ce qui aurait fait en sorte de toujours repousser un peu plus loin la date fatidique pour lui. Par chance, le nouvel avocat de Pelletier qui prendra le relais va souligner qu'il n'invoquera pas l'arrêt Jordan ni ne présentera de requête en délai déraisonnable. C'est au moins ça. Louis Pelletier fera donc face, entre autres, à des accusations de meurtre au premier degré et s'exposerait ainsi à une peine de prison à perpétuité. Nous apprendrons aussi qu'une accusation supplémentaire s'ajoutera, soit celle d'outrage à un cadavre. Il ferait également l'objet d'autres accusations, vu ce qui est ensuite arrivé lorsqu'il était en cellule et qu'il aurait présumément commandé, de la prison, le meurtre d'un témoin de la couronne et menacé 2 autres témoins par l'entremise d'un autre détenu. Une accusation d'entrave au tribunal découle donc de ces 2 infractions. Pelletier serait aussi accusé de vol de voiture et de possession d'un véhicule cambriolé. Ces gestes auraient été commis avant son arrestation. En tout et partout, cet homme pourrait faire face à 12 chefs d'accusation pour lesquels il a, pour l'instant, plaidé non coupable. Inutile de vous dire qu'il restera détenu durant son procès. Finalement, ce sera environ une trentaine de témoins qui seront éventuellement entendus pour la couronne lors du procès et 3 mois pourraient être réservés pour cette cause. Quand même. La sélection du jury va, quant à elle, s'échelonner sur 2 jours. Selon la responsable du bureau du district de Saint-Hyacinthe, environ 250 candidats étaient attendus au palais de justice. Presque 3 ans après l'enquête préliminaire, plusieurs chefs d'accusation seront retirés de la liste dont je vous ai parlé plus tôt. Pelletier subira finalement son procès avec, comme mise en accusation officielle cette fois, le meurtre prémédité de son ex-conjointe, mais il sera aussi accusé d'outrage au cadavre de cette dernière. Voilà. Le procès. Ce sera donc plus de 5 ans après les faits que cet homme aux cheveux gris en pointe, portant une barbe de quelques jours et ayant pris du poids durant sa détention, viendra se présenter à son procès. Il ne montrera cependant aucune émotion durant l'audience. Maître Claudie Gilbert représentera la couronne et sera assisté par Maître René Verret, celui-là même qui a fait condamner pour meurtre l'ex-cardiologue Guy Turcotte à la suite de son 2e procès. Durant cette audience, nous apprendrons entre autres que Julie avait mis fin à ses relations de courte durée avec Pelletier quelque temps seulement avant le crime. Plusieurs témoins sont venus raconter à quel point cet homme était harcelant et menaçant avec elle. Julie avait également peur parce qu'à cette époque, son conjoint s'adonnait alors à la production et au trafic de stupéfiants. Elle aurait même gardé, en garantie, une bague de fiançailles qu'il lui avait donnée car il lui devait de l'argent. Julie aurait, à un moment donné dans cette relation toxique, appelé une policière de la régie intermunicipale de Richelieu-Saint-Laurent pour avoir des renseignements. Pelletier venait de lui dire qu'il avait mis le feu chez son autre ex et elle se demandait si elle avait raison d'avoir peur de lui. Je suis loin d'être une experte dans ce domaine, mais mon instinct me dirait que oui. Ce sera grâce à certains témoignages, mais aussi à l'aide de factures et de registres téléphoniques que nous apprendrons également, et ce dès le commencement du procès, que ce présumé assassin devait en tout et partout la somme de 6 000 $ à son ex-conjointe. Mais pas que. La victime aurait été brûlée dans sa voiture un jour seulement avant la date d'échéance de cette fameuse dette. La couronne va bien sûr tenter de démontrer que c'est exactement à cause de cette dette que l'accusé aurait assassiné son ex-conjointe. En vrai, Pelletier craignait également que Julie ne dévoile ses activités criminelles, notamment celle de production de cannabis. Cette reconnaissance de dette sera bien sûr présentée à la Cour. Cette fameuse lettre avait été écrite à la main le 5 juin 2013, soit à peu près 1 mois avant l'assassinat de Julie. Elle mentionnait que Pelletier devait lui rembourser ce qu'il lui devait au plus tard le 1er juillet 2013, soit le lendemain de sa mort. À la fin de cette lettre était aussi inscrit qu'elle devait lui remettre la bague qu'il lui avait laissée en garantie au retour du prêt.
Selon un document qui serait sorti dans les médias concernant cette preuve de dette, seulement 300 $ auraient été remis à Julie avant sa mort. L'entente était qu'une fois le montant total remis à la victime, l'accusé devait par la suite récupérer la bague qu'il avait donnée en garantie à Julie. Cette bague, qui semblait apparemment avoir une certaine importance dans ce dossier, a été montrée aux 4 femmes et aux 8 hommes du jury. En réalité, nous apprendrons surtout, au fil de ce procès, que l'accusé cherchait du combustible à briquet dans une station-service de Chambly aux petites heures du matin du crime et qu'il avait finalement acheté de l'essence et un briquet cette nuit-là. L'ex-commis du dépanneur qui était sur place est venu témoigner à la barre pour confirmer que cet homme n'avait, en aucun moment, versé d'essence dans son véhicule. Il n'a toutefois pas pu affirmer avec certitude que cet homme ne fumait pas. Cet autre élément accablant sera d'ailleurs capté sur une vidéo de surveillance où on pouvait y voir Pelletier acheter ce fameux briquet ainsi que 20 $ d'essence dans un couche-tard de Chambly vers 2 heures du matin. Aussi, quelques 2 petites heures avant que le corps de Julie ne soit retrouvé calciné dans sa voiture, une jeune femme est venue témoigner qu'elle avait entendu un cri déchirant devant le domicile de la victime à Autobahn Park, à un peu plus d'1 kilomètre d'où elle se trouvait alors. Elle dira au jury que cette voix qu'elle entendait crier au meurtre déraillait, comme si les cordes vocales de la personne se déchiraient. Cette femme aurait tout d'abord entendu des petits cris saccadés qu'elle a tout d'abord associés à une relation sexuelle ardue, lui faisant penser à du sadomasochisme. J'étais pourtant persuadée que j'allais massacrer ce mot-là. Enfin bref, elle racontera que c'était à l'ère du roman 50 Shades of Grey. Selon elle, ce cri semblait provenir du sous-sol de la résidence de Julie Morrison. Ce sera à peine 2 heures plus tard que le corps de la victime sera retrouvé. Le jury a aussi pu voir plusieurs photos d'un squelette complètement calciné sur le siège conducteur d'une Nissan Altima. L'avocate de la couronne dira à ce propos, et je la cite, « C'est nécessaire pour nous que vous voyiez ces photos et la position occupée par la victime dans le véhicule. » En vrai, la dépouille de la victime était en si mauvais état lorsqu'elle a été découverte par le service de sécurité incendie qu'il leur avait alors été impossible de déterminer avec certitude comment cette femme avait été tuée. Encore pire, ils étaient même incapables de déterminer si le cadavre qu'ils voyaient était celui d'un homme ou d'une femme. Ils ont alors dû avoir recours, pour son identification, à des expertises médico-légales. Pour ce qui est de sa voiture, le brasier avait été si violent qu'il ne restait maintenant plus qu'une carcasse de ferraille blanchie à l'arrivée des pompiers. Même les jantes en aluminium de la voiture ont fondu à cause de la chaleur intense du brasier. Bien sûr, la plaque d'immatriculation était elle aussi complètement fondue et indéchiffrable. D'ailleurs, Bruno Jaudoin, l'homme qui a dirigé le service d'incendie de la municipalité voisine de Saint-Mathias-sur-Richelieu durant plus de 2 décennies, avait alors dit que c'était du jamais vu pour lui. L'autopsie. Ça aura en tout pris un bon 6 jours au limier pour pouvoir identifier formellement la victime retrouvée dans cette voiture. Ils ont alors dû faire cette identification à l'aide d'une poignée de dents qui furent retrouvées sur le siège du conducteur. Le brasier était alors si violent que même la pathologiste judiciaire Caroline Tanguay n'a pas pu déterminer la cause de cette mort. Tout ce que cette experte pouvait en dire était que Julie ne respirait pas lorsque le feu a commencé parce qu'il n'y avait ni suie dans sa trachée ni monoxyde de carbone dans son sang. La façon dont Louis Pelletier aurait tué son ex-conjointe reste donc inconnue, malheureusement. Plusieurs proches viendront maintenant décrire au jury le genre de relation que vivaient ensemble la victime et l'accusé. Il sera surtout question de menaces reçues ainsi que d'un climat de peur. Plusieurs de ces personnes qui viendront témoigner à ce moment-ci du procès trouveront cette journée plutôt pénible car c'était la première fois pour eux qu'ils voyaient l'accusé en personne. Certains vont dire « Je trouve ça dégueu, on ne sait même pas si elle est morte ou non avant d'être brûlée dans l'auto. » Ou bien « J'en ai mal au cœur. » Ou encore « Je suis aussi déçue de voir qu'il n'y a pas plus de monde que ça à la cour. Julie, elle s'entendait pourtant bien avec tout le monde. » La marraine de Julie viendra tout d'abord dire ne pas comprendre pourquoi sa filleule s'était accoquinée de ce Louis Pelletier.
Elle dira d'ailleurs que selon elle, cet homme n'était pourtant pas son type de gars habituellement. Celui qui est aujourd'hui accusé de cet assassinat s'était rapidement mis à emprunter de l'argent, mais aussi à contrôler et à surveiller son ami de cœur. Un classique. Elle se souviendra également de certaines autres choses, et je la cite. Julie se baignait en bikini et il lui disait d'aller se rhabiller. Julie, c'était une fille de party. Comme ça ne marchait pas avec ses copains précédents, elle s'est dit qu'avec un gars plus vieux, ça pourrait marcher. Au début, il lui donnait la lune, mais après, il l'a endormie. La relation est vite devenue insoutenable et tous ses amis lui ont alors dit d'arrêter ça. Elle terminera en disant qu'une semaine seulement avant que le meurtre ne survienne, Julie l'avait enfin mis à la porte, mais que malheureusement, il revenait quand même tout le temps à la charge. Tous les proches qui viendront témoigner en cours à ce propos vont tous décrire Pelletier comme un homme jaloux, agressif, menteur, menaçant et particulièrement possessif. Bref, un putain de pervers narcissique de plus. 4 jours avant l'assassinat de Julie, Pelletier aurait même dit à une connaissance de son ex qu'il allait finir par la tuer en lui disant qu'elle était en train de le rendre fou. Apparemment et étonnamment, Pelletier était tellement amoureux de Julie qu'il l'aurait même demandé en mariage quelques semaines à peine après leur rencontre. Toutefois, cette relation s'est vite détériorée quand Julie a découvert l'autre facette de sa personnalité. Elle s'est rapidement rendue compte qu'il lui mentait régulièrement, comme entre autres la fois où il lui avait dit posséder une compagnie d'excavation dans laquelle il n'avait aucun employé. Weird. Bien évidemment, tel un pervers narcissique, il était régulièrement contrarié dès que Julie avait des contacts avec d'autres hommes. D'ailleurs, à ce propos, une amie de Julie dira, et je la cite, « Il était très jaloux. Même ma présence semblait le déranger. » Il y aura aussi le témoignage d'un ancien client de Julie qui viendra décrire, lui aussi, à quel point Pelletier était jaloux, justement. Il est venu dire au jury que cet homme avait un jour voulu lui foutre une raclée. En réalité, Pelletier l'avait appelé pour lui faire des menaces et pour le mettre en garde de ne plus revoir Julie. Il dira, et je le cite, « Il voulait monter chez nous me casser une volée. Il disait que supposément Julie était en amour avec moi. » Mais attendez, Pelletier n'en restera pas là et va renchérir lors d'une autre rencontre en disant à ce même client de Julie, « Tu ne me connais pas, tu ne sais pas de quoi je suis capable, je suis un Christ de fou. » Ah ben maudit, j'aurais pas dit mieux. Ce sera 4 jours seulement après cette étrange discussion que le corps de Julie Morrison sera trouvé calciné dans sa voiture. My God, je trouve ça tellement effrayant. Mais il y a pire. Lors de la plaidoirie finale, la procureure de la Couronne va souligner au jury que Pelletier aurait annoncé la mort de Julie à 2 de ses proches quelques heures seulement après que le corps de celle-ci fut découvert calciné dans sa voiture. À ce moment-là, la police n'avait même pas encore identifié son squelette. Du côté de la défense, leur plaidoyer consistera plutôt à dire que l'ensemble de la preuve présentée par la poursuite serait surtout fondé sur des oui-dire. Ils avaient aussi, précédemment, mentionné que des morceaux du véhicule n'auraient fait l'objet d'aucune analyse, en précisant que le toit ouvrant semblait pourtant avoir été enlevé et déposé dans un champ bordant les lieux du crime, puisqu'il ne présentait aucune trace d'impact. Ironiquement, cet avocat avait alors dit, et je le cite, « Ça aurait été tellement une bonne idée de faire une analyse complète du toit pour avoir des empreintes digitales ou de l'ADN. » Ce sera au terme de 3 jours de délibération que les membres du jury opteront finalement pour un verdict unanime de culpabilité. Pelletier sera donc reconnu coupable du meurtre prémédité de son ex-conjointe. En vertu de ce verdict, cet homme de maintenant 53 ans va écoper d'une peine d'emprisonnement à vie et sera admissible à une libération conditionnelle après 25 ans de détention. Mais ce n'est pas tout. Cet assassin sera également reconnu coupable d'outrage à un cadavre. Pour cette accusation d'outrage, la peine qu'il aura alors à purger sera d'une durée d'1 journée seulement, puisque Pelletier est détenu depuis le 23 janvier 2014 et que la peine maximale pour cette offense est de 5 ans d'emprisonnement.
La procureure de la Couronne attitrée à ce dossier se dira satisfaite du jugement rendu par le jury, d'autant plus qu'il y avait possibilité de plusieurs verdicts concernant cette cause en particulier. Effectivement, car Pelletier aurait pu être acquitté ou bien encore être déclaré coupable d'homicide involontaire ou de meurtre au 2e degré. Après tout, aucune trace d'ADN n'avait été trouvée sur les lieux du crime, ni aucune empreinte digitale décelée sur la voiture calcinée. Dans les 2 derniers scénarios, il aurait été admissible plus rapidement à une libération conditionnelle. Cette procureure de la Couronne dira d'ailleurs, et je la cite, « Ça a été un long procès. Il y a eu beaucoup de travail et d'embûches, mais nous avons au moins le sentiment du devoir accompli. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant le procès, l'accusé n'a offert aucune défense, alors que du côté de la Couronne, plusieurs détenus avec des antécédents judiciaires figuraient sur la liste de leurs témoins. D'ailleurs, à ce propos, un ancien tueur à gages est justement venu raconter de quelle façon Pelletier lui aurait offert 20 000 $ pour se débarrasser d'un témoin gênant. C'est avec un trémolo dans la voix qu'il dira alors « J'ai tué des pourris comme moi, mais des innocents, j'ai jamais fait ça. Quand c'est dans le milieu, ça reste dans le milieu, mais tuer des innocents, je suis pas capable. Je suis pourri, mais pas à ce point-là. » Cet homme, qui aurait quand même tué plus d'une quinzaine de personnes liées au crime organisé, aurait plutôt fait semblant d'accepter ce contrat en échange de la somme de 20 000 $ et je le cite encore une fois. « Je ne l'aurais jamais fait anyway. J'aurais collecté l'argent et je me serais en allé avec le bacon. » Il y a toutefois une dernière information qu'il est important de vous préciser. Lorsque Pelletier a été incarcéré pour cet horrible drame, il aurait révélé à des co-détenus certains détails sur la mort de Julie. Il aurait dit, entre autres, qu'elle serait décédée d'un coup à la tête et qu'elle aurait été déplacée ensuite dans sa Nissan Altima pour être incendiée. Bien qu'il n'ait jamais avoué avoir commis le meurtre, il aurait tout de même fait des plaisanteries sur le sujet en disant à un autre co-détenu, et je le cite, « Moi, je laisse pas de traces. Je l'ai toasté, je l'ai brûlé. » Pelletier se serait aussi vanté que les policiers ne trouveraient rien dans le véhicule et que le meurtre passerait sur le dos des Hells Angels. Il aurait par la suite demandé à un tueur à gages incarcéré dans le même secteur que lui de fermer les yeux d'un témoin. Heureusement, ce dernier aurait plutôt contacté des enquêteurs de la SQ pour tout leur raconter. Conclusion. Comme la défense avait l'option de déposer une demande d'appel pour tenter de casser ce verdict, l'avocat de Pelletier devait tout d'abord faire la démonstration que la juge qui présidait ce procès aurait pu avoir commis des erreurs de droit. Le délai pour une telle demande est de 30 jours. Les arguments de Pelletier et de son avocat pour tenter d'invalider ce verdict initial étaient de souligner, entre autres, que la juge aurait erré en limitant son contre-interrogatoire avec un témoin, ainsi qu'en omettant de donner une directive à un autre témoin. Cependant, ces 2 arguments ont été rejetés. Heureusement pour nous, mais malheureusement pour lui, Pelletier sera débouté par la Cour d'appel. Ce quinquagénaire devra donc accepter ce premier verdict et purger sa peine d'emprisonnement à vie. Comme plus de 8 ans viennent de passer, il ne lui restera donc à purger qu'un petit 17 ans. Ce qui n'est pas grand-chose pour avoir osé enlever la vie à une femme aussi merveilleuse que Julie Morrison. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Ah oui, j'oubliais, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire à la suite de votre écoute d'un épisode. J'adore ça. Ne vous gênez surtout pas pour le faire ou le refaire. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je rangerais briquets et allumettes qui traînent à la maison pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!